Oui, bonjour, bienvenue donc à l'atelier numéro 3. Comme d'habitude, donc on va traiter un sujet, donc la voiture comme paramètres et solutions au mode de vie. Voilà, donc bien grande question où donc on n'amènera pas toutes les solutions, mais bon, on va essayer de voir ensemble comment on peut mieux rouler avec tout le monde, quoi, en fait. Voilà, donc comme d'habitude aussi, quelques questions du code de la route qui vous permettra donc d'évaluer si vous avez les bonnes réponses à toutes les situations. Voilà. Donc les usages différenciés donc de l'automobile. Donc lorsqu'un individu utilise sa voiture, il fait plus que conduire ou consommer un produit, il conduit sa vie, bien sûr. Hein, on le sait tous que bon, la voiture modifie donc les comportements, les attitudes, mais bon, chacun doit être certain de pouvoir utiliser son véhicule dans, je vais dire, tout ce qui lui ressemble en fait. Hein. Donc le choix du véhicule acheté ne suit pas toujours la position sociale du propriétaire. Ainsi, en 2006, sur 100 véhicules achetés par les ménages, plus de 60 sont des voitures de seconde main. Oui, tout le monde n'achète pas de véhicules neufs. Bon, bien souvent, c'est un choix délibéré, hein, ou alors c'est un choix subi hein, par, bien sûr, les conditions financières de chacun. Hein. On le voit, donc la dimension symbolique de l'automobile ne se résume pas à l'attrait pour les véhicules de gamme supérieure. L'ostentation donc comptoir en la matière, le souci d'échapper au repérage social aussi. Hein, donc bien sûr, donc on ne peut pas juger, si vous voulez, donc d'une personne socialement sur le véhicule qu'il conduit. Hein. Voilà. Donc, êtes-vous certain de vous ressembler quand vous conduisez Et oui, voilà. Donc, ce qui peut arriver quand on s'obstine à ne pas être enfin, ce qu'on est à faire réellement. Hein. Voilà, l'état affectif provoqué par l'automobile. Donc, la conduite automobile sur la voie publique présuppose que chacun règle lui-même son comportement. Et oui, donc, on n'a pas vraiment de personnes ou un appareil qui peut nous dire ben, on fait bien ou on fait pas bien. Hein. Donc c'est à nous de juger à chaque moment si on est donc en accord avec tous les automobilistes qui sont autour de nous. Hein. Voilà, donc ces espaces s'imposent comme les seuls espaces partagés par les individus qui se perçoivent comme étrangers les uns aux autres. C'est certain que bon ben on n'est pas tous solidaires, bien loin s'en faut. On comprend dès lors que l'habitacle de la voiture soit investi comme un lieu de plaisir personnel, tel l'écoute d'une émission de radio ou d'une conversation téléphonique, et ben, ne sépare, si vous voulez, de la réalité de la circulation. Hein. Voilà, donc soyez très vigilants. Et bien sûr, donc, dont la circulation se présente comme une double épreuve, hein, celle de l'autocontrainte et de l'interaction contrainte aussi. Hein, voilà, donc on est obligé de vivre avec les autres. Voilà, donc l'état affectif provoqué par l'automobile. Donc le rapport à l'automobile peut être l'occasion de mettre en scène des divisions symboliques entre classes d'âge aussi. C'est quelque chose que l'on subit tous les jours. Hein. Bien souvent, un être jeune, c'est-à-dire se comporter et s'afficher comme tel, se manifeste par le choix de certains modèles de voitures, mais aussi par les pratiques qui rendent visible une culture jeune. Hein, donc tout le monde a toujours subi, j'allais dire, donc des comportements donc d'automobilistes plutôt jeunes hein, qui ne respectent pas le code de la route. Bien sûr, il n'y a pas que les jeunes, hein, c'est pas ce que j'ai voulu dire, mais bon, souvent, si vous voulez, donc cet excès d'assurance hein, peut provoquer des perturbations dans tous ceux qui l'entourent. Hein, voilà. On va attaquer donc les questions. Cette fois, je vais vous en mettre 10 hein, à la file. Voilà. Donc, on commence par la première. Je passe oui, réponse A, non, réponse B. Je pourrais aller tout droit après le passage rétréci. Oui, réponse C, non, réponse D.
Alors, donc, je passe, oui, je peux passer, hein, donc la voie, bien sûr, est rétrécie de mon côté. J'ai le panneau qui m'interdit de passer, mais seulement si quelqu'un vient en face, hein. Voilà, les véhicules en face de nous sont arrêtés, bien garés, donc je passe oui. Je pourrais aller tout droit, non, hein, en face, c'est une voie interdite. Voilà, donc les bonnes réponses vont être A et D. Donc, question numéro 2, je passe oui, réponse A, non, réponse B. Je ralentis après le passage rétréci, oui, réponse C, non, réponse D. Donc, je vais passer, oui, là, personne vient en face, hein, en plus, donc j'ai un panneau d'indication qui m'indique que donc le passage m'est dû, hein, personne vient en face, donc allez, je vais m'engager, je ralentis après le passage rétréci, ben oui, le panneau m'indique une limitation de vitesse et la présence d'un dodan, hein, à 50 mètres, donc je vais ralentir bien sûr pour le passer en toute sécurité. Bonne réponse A et C. Question numéro 3, je réduis en vitesse à 30 km/h maxi, à 20 km/h maxi. Donc c'est un sujet qu'on a traité à l'atelier numéro 2. Donc là, je suis en présence d'un dodan, hein, bien sûr, et les barrières à droite et à gauche m'indiquent qu'il y a un danger particulier, donc c'est des sorties d'école, hein, donc là, à certaines heures de la journée, eh ben, il va y avoir du monde, hein, donc soyez très prudents. La vitesse est limitée à 30 km/h en agglomération, elle peut être abaissée à 20, mais en règle générale, c'est 30 km/h. Je réduis ma vitesse à 20 km/h, donc là, ça va être... dans ce cas-là, non, je vais répondre D, parce que c'est pas la sortie d'école, il n'y a personne, le feu est vert, je peux passer. Donc les 30 km/h sont une vitesse tout à fait donc raisonnable pour passer ce dodan. Notre réponse B et C. Alors, je suis en présence d'un passage piéton, d'un dodan, j'adapte ma vitesse. Donc, je ne suis pas en présence d'un passage piéton. Les passages piétons, donc les bandes ne sont pas orientées dans ce sens. C'est un dodan, oui. J'adapte ma vitesse, oui, bien sûr, hein. Donc, ce dodan, il est particulièrement long. Mais bon, c'est comme ça, le maire l'a voulu. Donc, il l'a fait installer parce que cette zone est certainement très fréquentée à certaines heures. Je pense que sortie d'école, certainement, hein. Voilà, bonne réponse B et C. Donc le bus est à l'arrêt. La zone la plus dangereuse est la zone A, la zone B et la zone C. Alors la bonne réponse c'est la zone B, bien sûr, hein. Donc le bus est à l'arrêt, les piétons peuvent déboucher à l'avant du bus. À nous de faire très attention, hein. Alors, je circule à 35 km/h, je ralentis et je passe, je maintiens mon allure, je ralentis et je m'arrête. Donc, bien sûr, la bonne réponse est C, hein. Donc, les piétons sont engagés sur le passage piéton, je vais ralentir et leur laisser le passage, donc je m'arrête. Bonne réponse C. Question numéro 7, je m'arrête le long du trottoir à droite pour faire descendre mon passager. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors, la bonne réponse, là, ça va être B, bien sûr. Donc, la voie de droite est, bien sûr, une voie réservée aux cyclistes. Et puis, bon, là, donc, je suis sur une chaussée à sens unique, avec une seule voie de circulation. Je m'arrête, je vais bloquer toute la circulation, hein. Voilà, question numéro 8. L'intervalle de sécurité est suffisant à cette allure. J'indique immédiatement mon dépassement. Oui, réponse C, non, réponse D.
Alors, l'intervalle de sécurité est suffisant à cette allure. Donc, si je regarde mon compteur, alors c'est vrai que c'est pas très visible, mais bon, je dois rouler aux alentours de 70 km/h. Donc, l'intervalle de sécurité, si vous vous souvenez, c'est l'intervalle que je dois laisser entre ma voiture et le véhicule qui me précède à 70. Donc, ça va être 3 fois le chiffre des dizaines, donc 21 mètres. Donc, en sachant qu'un intervalle entre chaque bande blanche est de 10 mètres, donc ça nous fait une vingtaine de mètres. Donc là, j'en ai 1,5. Ouais, je peux quand même me reculer un petit peu. Donc la bonne réponse pour moi, ça va être la réponse B. L'intervalle est insuffisant. J'indique immédiatement mon dépassement. Ben non, parce qu'on me dépasse déjà. Dans le rétroviseur de gauche, j'ai le véhicule qui me dépasse. Donc, je vais bien le laisser passer avant de dépasser. Donc, les bonnes réponses B et D. Question 9. Malgré la faible vitesse, je continue de regarder autour de moi. Oui, réponse A, non, réponse B. Je reste serré à droite sur ma voie. Oui, réponse C, non, réponse D. Donc, oui, bien sûr, je roule à pas très vite. Hein. Voilà, si on regarde le compteur, je suis aux alentours de 20-30 km/h. Donc là, c'est caractéristique donc d'un bouchon qui est très dense. Hein. On le voit derrière aussi, hein, dans le rétroviseur intérieur ou rétroviseur extérieur, il y a des voitures de partout. Donc, je regarde autour de moi, bien sûr, oui. Je reste serré dans ma voie, oui, bien sûr, je reste dans ma voie de circulation pour ne pas gêner les autres, et puis surtout donc le dépassement pour nous serait complètement pas très intéressant, quoi. Alors question 10, le marquage au sol m'aide à évaluer l'espace de sécurité. Oui, réponse A, non, réponse B. Je suis à plus de 2 secondes du véhicule devant moi. Oui, réponse C, non, réponse D. Alors bien sûr que le marquage au sol, il est fait pour délimiter les voies de circulation, mais il est fait aussi pour évaluer les distances. Hein. Donc la bande d'arrêt d'urgence, les bandes blanches font 20 mètres. Donc voilà, donc si on regarde avec le véhicule devant moi, j'en ai 2, donc ça fait 40 mètres, distance 10 mètres donc entre chaque bande blanche, donc ça nous fait 20, 40, 50, 60 mètres quoi à peu près. Avec le véhicule devant moi, je roule à 130 km/h, donc je dois donc multiplier par 3 le chiffre des dizaines, 13 par 3, donc ça nous fait 30, 39 mètres, 40 mètres, donc je suis bien placé, oui, c'est bon, puisque en fait je suis à plus de 40 mètres du véhicule qui me précède. Donc je suis à plus de 2 secondes du véhicule devant moi. Ben, les secondes, donc une seconde va être la distance de sécurité. Les 2 secondes, pardon, va être la distance de sécurité donc à maintenir. Donc oui, je suis bien placé. J'ai bien mes 2 secondes entre le véhicule qui me précède et moi. Donc les différences de caractère, bon, chacun bien sûr a son caractère et donc il conduit en fonction donc de ses préoccupations et de la façon donc il gère les informations. Donc il est évident que tous les individus placés dans les mêmes circonstances ne réagissent pas du tout de la même façon. On a décrit certaines façons de se comporter qui sont considérées comme typiques de certains caractères. Ces descriptions fournissent des portraits auxquels on donne un nom, le timide, le coléreux, le sentimental, le nerveux, le sanguin. Voilà. Sur la route, il est nécessaire de cohabiter en respectant les autres, mais voilà. Donc chacun roule en fonction de son caractère et voilà, il faut qu'on le fasse en toute sécurité. Votre caractère influe-t-il sur votre conduite? Nous savons qu'il n'en est rien. Chacun est déterminé à tout moment, principalement par l'ensemble de ses expériences et de ses apprentissages antérieurs, ainsi que par la situation dans laquelle il se trouve. Mais c'est surtout parce que les expériences ne modifient que lentement les habitudes, les attitudes, les connaissances et les opinions.
Et oui, donc l'expérience, bien sûr, il va falloir des années d'expérience pour pouvoir modifier toutes ces habitudes qu'on a. Et voilà, donc on est tous confrontés à cette difficulté donc de gérer les situations en fonction de ce que l'on a acquis. Voilà. Vous êtes certain d'adopter le bon comportement à chaque situation complexe ou pas dans une zone où l'espace est commun, c'est pas certain. Voilà. Donc il existe une liaison étroite entre les enseignements de la conduite en milieu urbain et le code de la route. Voilà. Donc il vise un but général qui leur est commun, gérer les conflits au profit des plus faibles toujours. Voilà, l'enseignement et le code de la route peuvent atteindre ce but seulement s'ils ont la même conception des objectifs de sécurité. Leurs fonctions sont complémentaires et leurs progrès doivent aller de pair, bien sûr. Voilà, donc une autre série de questions. Donc pour réduire ma consommation, je retire le pied d'accélérateur dans cette situation, bien sûr. Je rétrograde jusqu'à la deuxième. Oui, réponse C, non, réponse D. Alors dans cette situation, bien sûr, le feu est rouge, je vais pas accélérer, donc je retire le pied de l'accélérateur et je me laisse donc lentement donc arriver au feu rouge. Je rétrograde jusqu'en deuxième, c'est pas nécessaire tout de suite, on va laisser filer la voiture et puis donc on rétrogradera un petit peu plus loin. Alors, les questions 12, les feux de croisement éclairent davantage à droite qu'à gauche. Oui, réponse A, non, réponse B. Et oui, donc les feux de croisement sont réglés de telle façon que le bas-côté, côté droit, soit plus éclairé que le côté gauche. Alors pourquoi pas le côté gauche? Parce que donc les feux doivent le moins possible donc gêner la circulation en sens inverse. Donc c'est pour ça que les feux de croisement sont orientés plutôt sur la droite. Voilà, donc la bonne réponse c'est A. Les conducteurs novices sont impliqués dans 25% des accidents corporels de la circulation. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors oui, bien sûr, les novices sont impliqués dans plus de 25% des accidents corporels de la circulation. Donc on va tout de suite voir un petit schéma qui va nous démontrer donc ce que l'on dit. Donc si l'on regarde les courbes de droite, on a donc en bas donc les âges, et puis donc le pourcentage des accidents causés donc par ces tranches d'âge, et puis donc la cause donc de l'accident. Donc alors si on regarde la courbe verte qui correspond à la vitesse, donc on a un pic 45% qui se situe entre 18 et 24 ans. Donc en fait c'est là où on a donc les plus jeunes conducteurs, ceux qui, comme on avait vu tout à l'heure, donc doivent acquérir une certaine expérience, mais bon, le prix à payer est fort quand même, parce que 45% de ces accidents dans cette tranche d'âge donc sont causés par ces 18-24 ans. Donc tout de suite derrière, on a l'alcool. Alors c'est quelque chose aussi qu'il faut ne pas prendre à la légère. Dans cette tranche d'âge, bien souvent, donc la vitesse et l'alcool font pas très bon ménage. Voilà, donc question numéro 14, je circule en feu dans cette situation de croisement, de brouillard arrière. Donc dans cette situation, je vais circuler bien sûr en feu de croisement, c'est le brouillard, donc voilà, ça va m'éclairer plutôt la chaussée côté gauche, pardon. Le brouillard arrière, oui, je vais pouvoir l'allumer aussi, parce que le feu de brouillard arrière donc me permettra donc de signaler mon véhicule aux véhicules qui me suivent. Donc A et C les bonnes réponses. Question numéro 15, donc les zones d'incertitude de ces usagers vulnérables me concernent.
Oui, bien sûr. Hein. Donc la bonne réponse, ça va être A. Donc je m'arrête là, et ben oui, je m'arrête. Hein. Voilà, je les laisse passer. Alors la vitesse est limitée à 50 km/h en raison donc A de l'absence de visibilité, B du rayon du virage, C de la proximité de la forêt. Alors, donc les bonnes réponses vont être l'absence de visibilité, bien sûr, c'est un virage, donc je vais limiter ma vitesse à 50 km/h. B, le rayon du virage aussi, hein, qui m'indique que bon, c'est un virage, donc je dois le passer à la vitesse donc qui est marquée sur le panneau. La proximité de la forêt, non, c'est pas un danger, c'est pas pour ça qu'on nous limite à 50 km/h. Voilà, donc on a terminé donc l'atelier numéro 3. Je vous donne rendez-vous pour l'atelier numéro 4. Merci et à très bientôt.